Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons donc étudier ici notre troisième matrice qui est la matrice hybride. Comme d'habitude je vais présenter le quadripôle équivalent de cette matrice et dans l'exemple que nous allons étudier aujourd'hui nous allons justement étudier le transistor bipolaire et voir comment cette matrice ici s'applique très bien à l'étude d'un transistor bipolaire et comment la matrice hybride est très utilisée pour schématiser un transistor bipolaire pour les petits signaux. Alors comme d'habitude, je vais reprendre mon système d'équations et je vais essayer d'écrire le quadripôle équivalent à l'intérieur ici. D'accord? Donc si je regarde la première ligne, j'ai donc une tension. Ici, je vais donc avoir la somme de deux tensions. Si j'ai la somme de deux tensions, j'applique la loi d'Émaille. D'accord? Donc ici, ça veut dire que je vais avoir le courant I1 qui traverse un composant qui va avoir l'impédance H1, plus ici un générateur de tension H12V2. D'accord? Donc ici, je vais donc rajouter l'impédance H1 en série avec un générateur de tension H12V2. Maintenant, si je me charge du courant I2, je vois que ici j'ai une somme de courant, j'ai donc la loi des nœuds. J'ai donc le courant I2 qui va ici se séparer en un courant H21I1 et en un courant H22V2. Ok? Donc je remarque ici que j'ai une tension V2. Donc si ça doit être homogène au courant, ça veut dire que H22 est une admittance. D'accord? Donc ça veut dire que ici, c'est comme si j'avais le courant I2 qui allait se séparer en deux branches. Une branche dans laquelle j'aurais une impédance qui vaudrait du coup 1 sur H22. Et une deuxième branche dans laquelle j'aurais un générateur de courant qui vaudrait H21I1. Voilà. Donc la matrice hybride porte bien son nom puisque vous voyez d'un côté, du côté de l'entrée, j'ai une loi d'Émaille. Du côté de la sortie, j'ai une loi des nœuds. Voilà. Donc voilà pour la présentation de la matrice hybride, de son quadripôle équivalent. Et on va essayer de transposer ce quadripôle équivalent maintenant dans un exemple concret qui est le transistor bipolaire. On va voir comment, à partir des caractéristiques du transistor bipolaire, on peut identifier les différents coefficients de la matrice. Alors, nous allons commencer notre étude avec l'exemple ici du transistor bipolaire. Bon, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai rappelé le schéma classique du transistor bipolaire en montage d'émetteur commun ici. Donc, je rappelle le courant IB qui rentre par la base, la tension VBE qui correspond à la jonction NP qui vaut en général 0,607 volts. Ici, le courant IC du collecteur, le courant IE et la tension VCE. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai légèrement remodelé les informations que l'on avait là pour coller à un quadripôle. Donc si je refais le dessin ici, vous voyez que la tension VBE finalement c'est cette tension là, la tension VCE vous l'avez ici, en prenant E comme étant la masse commune pour l'entrée et pour la sortie. J'ai donc un courant d'entrée IB et un courant de sortie IC. Donc on voit ici que l'on colle parfaitement à la représentation du quadripôle et je vais donc ici en écrire la matrice hybride. Bon, si je veux écrire la matrice hybride de mon système ici, je vais donc avoir la tension VBE qui est la tension d'entrée, le courant IC qui est le courant de sortie, qui vont être exprimés en fonction du courant d'entrée IB et de la tension de sortie VCE. Okay? Bon, ce que je vais faire ici, c'est peut-être dans un premier temps, je vais réécrire la matrice hybride pour ensuite que vous puissiez bien faire l'identification avec le transistor ici. Donc dans la matrice hybride, j'aurais eu V1 qui aurait été égal à H1I1 plus H21V2. Et j'aurais eu ici I2 qui aurait été égal à H21I1 plus H22V2. D'accord? Si on procède par identification ici, je vais me retrouver avec V1 qui est égal à VBE, je vais me retrouver avec I1 qui est égal à IB, V2 qui est égal à VCE, I2 qui est égal à IC, I1 qui est égal à IB de nouveau et V2 qui est égal à VCE. On a donc simplement une identification des termes à faire ici qui va nous permettre d'écrire la matrice hybride pour le transistor bipolaire. On a donc dit que l'on remplaçait V1 par VBE. Je vais donc avoir VBE qui va être égal à H11IB plus H12 VCE. Et ensuite, je vais me retrouver avec le courant IC. Donc je vais avoir IC ici qui va être égal à H21IB plus H22 VCE. J'ai donc réussi à déterminer, à exprimer la matrice hybride de mon transistor bipolaire. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va chercher à identifier
les coefficients de la matrice. Et pour cela, on va s'aider du réseau de courbes caractéristiques du transistor bipolaire. Alors, nous allons du coup chercher à déterminer les coefficients de la matrice hybride dans le cas du transistor bipolaire. Pour ce faire ici, nous allons nous aider du réseau caractéristique des courbes pour le transistor bipolaire. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai rappelé les différentes courbes pour le transistor bipolaire. Donc on a IC en fonction de VCE, IC en fonction de IB, VBE en fonction de IB et VBE en fonction de VCE. D'accord? On l'avait vu dans les vidéos sur le transistor bipolaire, qu'une fois qu'on avait polarisé les jonctions du transistor bipolaire, on pouvait déterminer un point de fonctionnement grâce à la droite de charge. Donc en rouge ici, j'ai retracé un exemple de droite de charge. D'accord? On avait vu qu'une fois que cette droite de charge était tracée, pour un courant IB fixé, on pouvait déterminer un point de fonctionnement sur chacun des courbes. Dans cet exemple ici, j'ai décidé de regarder ce qui se passait pour le courant IB2 et on détermine donc ici les points de fonctionnement. D'accord? Donc, lorsque l'on a un signal qui est appliqué à un transistor bipolaire, ce signal peut varier. D'accord? On peut avoir des signaux qui sont variables dans le temps. On remarque qu'en fonction de la variation de ce signal, d'accord, on peut sortir de la zone non linéaire. D'accord? Donc il est important en fait de rester dans un modèle avec des petits signaux, parce que si on reste avec un modèle avec des petits signaux, on aura donc ici à chaque fois des petites variations qui nous permettront de rester dans le domaine linéaire. D'accord? À chaque fois, on restera ici dans le domaine linéaire. Si on reste dans le domaine linéaire, on a donc des relations de proportionnalité entre les différentes grandeurs, et c'est ce qui va nous permettre du coup de déterminer les différents coefficients de la matrice que je vais détailler maintenant. Ok? Alors, si je regarde du coup la matrice hybride ici, je vais vouloir déterminer les différents coefficients. Alors la méthodologie ici reste à peu près la même que pour les autres matrices. Ici, comme on parle de linéarité, plutôt de dire que j'ai VCE qui est égal à 0 ou IB qui est égal à 0 pour déterminer les coefficients de la matrice, je vais plutôt parler de taux de variation. Okay? C'est-à-dire que si je fais varier VBE, d'accord, avec VCE qui est fixé constant, si VCE est constant et que je fais varier VBE, je vais donc avoir une relation entre delta VBE et delta IB. Puisque VCE est constant, on aura donc delta VCE qui vaudra 0. Et je vais me retrouver avec H1 qui sera égal à delta VBE sur delta IB. Je vais procéder de la même manière pour H12. Si je fixe IB égale à constante, je vais avoir delta IB qui sera égal à 0. Je vais donc me retrouver avec HA1 qui sera égal à delta VBE sur delta VCE avec IB qui est constante. Et je fais de la même manière pour H21 et pour H22. Si je fixe VCE constante, delta VCE vaut 0. Je me retrouve donc ici avec H21 qui est égal à delta IC sur delta IB. De même pour H22 ici, qui sera égal à delta IC sur delta VCE. Voilà, on a donc défini ici comment on a déterminé les 4 coefficients de la matrice. On va maintenant du coup se reporter au graphique ici et voir quelle zone du graphique va nous permettre d'identifier les coefficients ici. D'accord? Alors j'ai commencé par H11. H11, c'est un rapport entre delta VBE et delta IB. Donc moi, je vais regarder sur le graphique où est-ce que je peux trouver HA1. Ici, je regarde, j'ai IB et VBE dans cette partie du graphique. D'accord? Si je suis dans la zone linéaire, je peux donc dire que delta VBE sur delta IB correspond à la pente de cette droite. D'accord? Je vais donc avoir ici, dans cette zone-là, si je prends par rapport à l'horizontale, je vais donc avoir ici, pour une variation delta IB donnée, je vais avoir une variation delta VBE donnée. D'accord? Et donc le rapport ici, delta VBE sur delta IB, ça va donc être égal à HA1. Ça veut dire en fait que la pente de cette droite ici, c'est égal à H11. D'accord? Donc la pente de la droite ici, c'est le coefficient H11. D'accord? Alors si je prends maintenant le coefficient H12, donc c'est delta VBE sur delta VCE, je fais pareil, je regarde ce que j'ai ici. Donc ici, je vais localiser en fait sur cet élément-là, je vais localiser dans un premier temps par rapport à l'horizontale, je vais avoir un exemple de variation delta VCE comme ceci. Or, verticalement, je vais avoir une variation delta VBE. Et donc ce que je vais avoir ici, la pente de cette droite ici, ça va être le coefficient H12. Okay?
on peut déjà remarquer assez rapidement que selon les caractéristiques ici, on peut avoir des droites qui sont proches de l'horizontalité. Donc si les droites sont quasiment horizontales, on pourra avoir le coefficient HA2 qui sera assez proche de 0, voire négligeable. Donc ça veut dire que dans le quadripôle équivalent, on pourra faire des approximations raisonnables en négligeant le coefficient H12, mais cela dépendra des caractéristiques du transistor. Alors je continue maintenant avec H21. H21 c'est delta IC sur delta IB, et on va avoir en fait ici une caractéristique assez intéressante. Donc je reprends une horizontale au niveau du point de fonctionnement, je prends une variation delta IB horizontale, j'ai une variation delta IC verticale, et donc ce que je vais avoir ici, la pente delta IC sur delta IB, ça va donc être égal à H de 1, et c'est donc égal aussi au coefficient bêta, puisqu'on a vu dans le transistor bipolaire que l'on avait IC qui est égal à bêta IB. La pente de ces droites représente ce coefficient de proportionnalité. On a donc ici H de 1, je le mets en évidence, H de 1 qui est égal au coefficient bêta. D'accord? Et il nous reste donc le coefficient H de 2. Pour le coefficient H de 2, je me place dans ce cadran. De toute façon, c'est celui qui reste ici. Je procède de la même manière. Je vais donc avoir ici, pour une variation delta VCE donnée, je vais donc avoir une variation verticale delta IC. Et la pente de cette droite ici va correspondre au coefficient H de 2. Donc voilà en fait comment ici, graphiquement, vous pouvez déterminer les 4 coefficients de la matrice en calculant les coefficients des pentes des droites dans les parties linéaires. Donc je répète, il est très important d'être dans la partie linéaire du transistor pour justement calculer ces coefficients-là, d'accord? Puisque si on n'est plus dans la partie transistor, dans la partie linéaire, on n'aura donc plus de coefficient de proportionnalité, on ne pourra plus déterminer les coefficients de cette matrice. C'est pourquoi la matrice hybride est utilisée pour représenter les transistors bipolaires avec des petits signaux, puisqu'avec des petits signaux, on a des petites variations qui garantissent de rester dans le régime linéaire. Voilà donc pour cette partie. Nous allons donc maintenant résumer ces différents éléments avec la représentation du transistor en quadripôle. Voilà, donc nous avons étudié la matrice hybride. On a vu ici son exemple pour le transistor bipolaire. Donc ça veut dire que si vous voulez étudier un montage avec un transistor bipolaire avec des petits signaux, d'accord, vous pourrez alors remplacer le transistor bipolaire par son quadripôle équivalent qui est représenté ici. D'accord. Grâce à cela, vous pourrez revenir rajouter en entrée et en sortie de ce quadripôle équivalent les différents composants électriques qui vont venir se rajouter au transistor. Et à partir de là, être capable de faire une étude du transistor depuis l'entrée ou depuis la sortie. Et éventuellement, de cette manière-là, être capable de calculer une amplification en courant, une amplification en tension de ce montage. Voilà, donc c'est l'utilisation majeure. Je rappelle, il faut être sur les petits signaux. Donc les petits signaux, ce sont donc des signaux électriques avec des amplitudes assez faibles, de l'ordre de quelques millivolts. Voilà donc pour la présentation de la matrice hybride. Il va nous rester maintenant une dernière matrice à faire qui sera la matrice de transfert.